locales. Répondre ensuite aux objectifs de l'État et de l'Union européenne. Les acteurs de la bio ont défini une feuille de route autour de 4 ambitions fortes. Mais bon, avant d'aller plus loin, je crois que c'est le détail de la feuille de route qui sera donné par, je pense, Julien Franklin, Nancy, je ne sais pas, mais l'une des deux personnes. Donc je vais donner la parole à Nancy et je pense qu'il serait bon de rappeler ce qui est interdit en Occitanie, mais je pense que tu vas le faire, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, merci Daniel. Donc moi je vais faire un point de conjoncture, mais sans vous assommer de chiffres, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses dans le document qu'on vous a remis. En 2 mots, vous précisez ce qui est interdit Occitanie, parce que ce n'est pas une structure que vous avez forcément connaissance ou l'habitude de voir. Donc c'est l'association à vocation interprofessionnelle de la bio en région Occitanie. Donc comme son nom l'indique, elle a réuni des réseaux régionaux qui représentent les agriculteurs, les transformateurs, les distributeurs du secteur bio. Donc on va retrouver 5 membres fondateurs qui ont décidé de la création de cette structure en 2017. La Chambre régionale d'agriculture, Bio Occitanie, qui réunit les GAB et les CIVAM bio. OCBio, ce sont les entreprises bio privées de la région avec les distributeurs bio. La coopération agricole d'Occitanie et CIVAM bio, qui représente le secteur viticole de la région. Et après, on a d'autres membres associés qui nous ont rejoints depuis. Notre objectif, c'est vraiment de représenter les filières bio, de contribuer à leur développement, de coordonner toutes les actions menées sur le développement de la bio dans la région. Et puis, on représente aussi le secteur, occasion qui peut se présenter, que ce soit avec le pouvoir public ou dans des instances, ou dans des événements grand public. Juste quelques données avant qu'on rentre sur les ambitions. Ça veut dire quoi concrètement pour nous? L'Occitanie s'est confiée encore en 2021 sa place de première région bio de France, de loin, avec 13 086 producteurs au 31 décembre 2021 et 19,4% de la surface agricole utile. Donc c'est un vrai choix d'avoir fait de cette région. Je dirais c'est un choix de tous les acteurs, que ce soit les producteurs, les entreprises et les pouvoirs publics de la région qui ont souhaité faire de la bio un fer de lance et faire en sorte que l'Occitanie, avec ses atouts et sa diversité de paysages et de terroirs, puisse être cette première région de France. L'objectif, c'est bien sûr de le rester. Malgré tout, vous le savez, vous l'avez entendu, on est dans un contexte économique qui n'est pas le même qu'il y a un an. Il y a un an, on était à peine sorti de la crise sanitaire et c'était encore un peu compliqué. Là, on a une crise économique qui vient se rajouter aux tensions qu'on connaît déjà, on sait déjà en 2021 avec la guerre en Ukraine et la conférence Daniel. Et donc une contraction de la consommation de biens alimentaires. Cette contraction de la consommation de biens alimentaires est valable pour tous les produits alimentaires. Le bio est plus touché par cette contraction que le tout venant, on va dire, et globalement les démarches sur site de qualité sont toutes impactées, avec une baisse qui peut, pour certains points de vente, pour certains secteurs, être importante. On parle de 10% de baisse de consommation dans certains magasins. On parle aussi de filières qui sont plus touchées, comme la filière laitière, certains fruits et légumes, les œufs, la viande bovine. Donc, ça a forcément un impact sur nos acteurs, voilà, sur les producteurs, qui forcément se posent beaucoup de questions. Et on va être très attentifs à ce qui va se passer dans les mois à venir. Parce que jusque-là, on avait un taux de croissance, y compris en 2021, à plus de 10% par an, que ce soit en producteurs, en surface, en nombre d'entreprises. Que va-t-il se passer sur cette fin d'année 2022? Pour l'instant, les signaux sont toujours positifs, côté à nous. Mais on a les retours terrain, voilà, où les gens se posent beaucoup de questions sur l'avenir de la vie. Plusieurs facteurs. D'abord, on l'a dit, le fait que des événements qui déstabilisent le marché, il y a une inquiétude, c'est-à-dire qu'au-delà même de la question du pouvoir d'achat,
il y a cette inquiétude qui fait que les gens consomment moins. Alors, consomment moins de produits alimentaires. Et là, on se dit, il y a quelque chose à faire parce que l'arbitrage touche souvent le produit alimentaire, ça nous interroge. Bien sûr, il y a la question de l'énergie, il y a qui pèse lourdement sur le foyer. Et c'est pour nous, en tout cas, un vrai questionnement, comment on rebondit par rapport à ça et comment on explique aux consommateurs que peut-être que l'arbitrage, il ne faut pas qu'il soit sur les produits alimentaires. Il y a la concurrence d'autres labels, parce que voilà, on est dans un marché où eh bien, tout le monde joue sa carte, la bio, d'autres démarches publiques, d'autres démarches privées, des marques privées. On sent bien que tout le monde a essayé de jouer sur des promesses similaires au bio, parce que quand même le bio ça marche bien en termes de demande de consommateurs, et sans en avoir forcément les garanties. Donc on sent bien que cette concurrence, elle déstabilise le consommateur face à son rayon des supermarchés, face à son rayon de magasins spécialisés, face à ceux des vendeurs sur les marchés, peut être interpellé sur dire finalement ce truc-là, ça a l'air pas mal, c'est pas du bio, mais presque. Voilà. Et puis une consommation qui se focalise beaucoup sur le local. Ces derniers temps, on a beaucoup insisté sur le local, la proximité. Bien sûr que c'est important, et on l'a dit, pour nous, l'idéal, comme le dit la FNAP, c'est bio et local, mais voilà, on considère que la bio a vraiment des atouts qu'il faut, qui apportent vraiment du sens à une consommation alimentaire durable. Donc face à tout ce contexte qui chamboule, parce que quand vous passez de croissance très importante à une stagnation sur certains produits, une baisse, il faut en tenir compte et voir ce qu'on met en place. Donc les professionnels de la bio d'Occitanie réunis au sein d'Interview ont vraiment mené une large concertation depuis le début de l'année qui a permis d'établir une feuille de route pour à la fois, comme l'a dit Daniel, poser 4 ambitions qu'on veut mener, et puis décliner en action pour ce réenchantement de la bio en Occitanie. Donc je vais maintenant passer la parole à Julien qui va vous présenter rapidement le concret derrière ces ambitions, et puis de toute façon vous avez le document dans lequel tout est explicité, et puis on prendra bien sûr des questions sur ces différents sujets. Merci Nancy. Comme l'a introduit Nancy, je vais vous présenter donc les ambitions qui ont émergé du travail de concertation qui a été mené par Interview Occitanie depuis le début de l'année 2022. Donc la concertation que nous avons menée a permis vraiment de mettre en lumière une feuille de route structurée qui se résume en 4 ambitions, et chaque ambition est déclinée par des actions concrètes. Donc les objectifs de cette concertation, c'était d'organiser nos actions régionales, puisque nous souhaitons tendre vers une amélioration de la consommation de produits bio-régionaux et du bio d'Occitanie, tout en conservant un développement équilibré de la production régionale. Et ensuite, c'est consolider une croissance de la consommation qui, pour nous, est une clé pour poursuivre notre développement de l'ensemble des filières bio d'Occitanie et être en mesure d'atteindre ensemble l'objectif fixé par la France et l'Europe, c'est-à-dire 25% de surface bio en 2027. La première ambition s'intitule une bio régionale reconnue et plébiscitée par le consommateur. Donc, dans cette thème un peu générique, on va retrouver l'idée de valoriser la consommation de produits bio et locaux. Nous sommes persuadés que c'est une consommation qui sera gagnante, et la définition que l'on donne au local, puisque c'est souvent une question que l'on peut avoir, c'est les produits bio d'Occitanie. On souhaite réaffirmer les atouts de la bio, qu'ils soient aussi bien économiques, sociaux ou environnementaux. La bio représente beaucoup d'atouts dans ces 3 secteurs. Expliquer, encore et toujours, notre cahier des charges, qui est un tronc commun. Expliquer que nos entreprises sont certifiées par an par des organismes certificateurs indépendants qui sont agréés par le ministère de l'Agriculture. Et ensuite, également, rendre la bio accessible à tous. Alors, quand on parle de rendre la bio accessible à tous, ce n'est pas par une baisse des prix, mais c'est vraiment en utilisant des leviers comme la restauration hors domicile qui pourrait permettre d'offrir des repas à forte proportion bio à une majorité de personnes, puisque quand on parle restauration hors domicile, on pense souvent aux cantines scolaires, mais on va retrouver également
les repas qui sont servis dans les hôpitaux, les EHPAD, les entreprises également. Voilà. Puis, vraiment, pour nous, la RHD est vraiment un levier important pour rendre la vie accessible à tous. Le second thème est une bio durable. Donc, on retrouve derrière cette idée de bio durable, c'est consolider et développer les débouchés, soit en circuit court ou long, voire même sur l'export. On souhaite assurer la juste rémunération des producteurs et des entreprises engagées, en essayant de comprendre aussi où se trouve la répartition de la valeur ajoutée sur les chaînes et en utilisant des outils qui nous permettront d'analyser ces répartitions de chaînes de valeur. Ensuite, nous souhaitons aussi accompagner les producteurs et les entreprises dans les évolutions, qu'elles soient réglementaires, avec des évolutions du cahier des charges européen. Ensuite, structurer le dernier item, ce sera structurer la filière dans l'idée de potentialiser les échanges d'informations et d'expertise. Nous sommes sur une grande région. L'idée, c'est vraiment des expérimentations qui seraient faites d'un côté ou de l'autre de la région, qu'elles puissent être portées à la connaissance de tous les acteurs des filières. Peu importe la filière, peu importe l'endroit géographique sur la région occitane. Le troisième item est une bio-résilience face aux défis de demain. Donc, comme toute partie en croissance, nous avons besoin d'innovation, nous avons besoin d'une R&D qui soit percutante, qui soit aussi dans un intérêt technique, mais également de résilience face à des changements climatiques. Nous devons aussi accompagner le changement sur soit des nouveaux critères de réglementation une nouvelle fois, soit des critères climatiques. Aussi, le changement climatique est quelque chose d'acté, ou des lois comme les lois EGalim qui peuvent aussi apporter des opportunités pour nos filières. Quelque chose qui nous paraît important aussi, c'est qu'on a des âges moyens de chefs d'exploitation qui sont vieillissants et se pose la question du renouvellement des générations. Nous sommes persuadés que la bio a tous les atouts pour favoriser la reprise d'exploitation agricole et qui soit en bio, ou du moins de passer des conventionnels en bio. La répartition de la valeur, on la retrouve également ici, donc ça c'est vraiment quelque chose qui sera très important aussi. Aujourd'hui, effectivement, on a besoin pour que les filières soient viables et pérennes, que tous les acteurs de la filière, que ce soit les distributeurs, les transformateurs, en remontant jusqu'au producteur, que tout le monde puisse vivre justement de son activité professionnelle. Et on revient sur de la durabilité, notion de durabilité, donc là aussi, les valeurs de l'agriculture biologique sont en lien avec une durabilité économique, une durabilité environnementale et une durabilité sociale. Le dernier thème s'intitule une bio riche de savoir-faire des hommes et des femmes ancrés dans leur territoire. Donc là, c'est valoriser la bio comme un atout pour le territoire. Nous avons la chance d'être sur la région Occitanie, première région de France. Nous sommes sur le podium des régions européennes. Je dis le podium parce que je ne sais pas, ça oscille en fonction des sources, mais j'aurais tendance à dire qu'on est la seconde région bio-européenne. Et ce que je disais ce matin lors de l'Assemblée générale, c'est que nous sommes juste derrière l'Andalousie et que par rapport à l'Andalousie, nous avons la chance d'avoir une sacrée diversité de production sur notre région, que ne peut peut-être pas avoir notre région espagnole. On veut mettre en lumière les spécificités de la bio d'Occitanie auprès des pouvoirs publics, donc avoir un véritable travail de lobby par rapport à ça, puisque notre région fait que nous avons une agriculture bio avec certaines spécificités, et nous pensons que c'est primordial de pouvoir faire remonter ces spécificités au niveau national pour essayer de peser dans les négociations qu'il peut y avoir au niveau national ou européen. Nous souhaitons favoriser les échanges entre les territoires. Ça se recoupe un peu sur les systèmes, mais l'idée c'est vraiment des territoires qui auraient des projets innovants, de pouvoir faire des synergies avec d'autres territoires qui peuvent fournir une partie d'alimentation, des choses comme ça. Et ensuite, là aussi, on a besoin d'avoir une offre de formation qui soit pertinente par rapport à l'ensemble des enjeux de l'agriculture biologique. Puisqu'on peut, suivant les filières, avoir du mal aussi à recruter des personnes pour travailler, et donc du coup, pour pallier cette carence, avoir vraiment une offre de formation qui
qui soit pertinente par rapport aux besoins et aux enjeux des agriculteurs bio d'Occitanie. Cette feuille de route donc, va venir compléter en fait, la stratégie nationale qui a été déployée par l'agence bio autour d'une campagne de grande envergure qui s'intitule le Bioréflexe. Je vais laisser ensuite la parole à Lanverneau qui va vous présenter cette campagne de communication et puis qui vous donnera aussi un petit contexte national sur l'agriculture biologique. Bonjour à tous, je suis Lanverneau, donc je dirige l'agence bio qui est l'homologue parisienne et nationale de l'interbio Occitanie. Et nous sommes ravis de participer à ce bilan à la fois 2021 de l'année bio en Occitanie et aussi le partage des perspectives 2022. Donc, comme l'a dit le président, effectivement, pour la première fois, la question s'est posée de stimuler la demande de bio. Parce que si les agriculteurs sont toujours hyper motivés pour passer en bio, en revanche, on a eu des consommateurs qui se sont un peu aiguillés dans la nature. Par exemple, ils ont préféré acheter du local plutôt que du bio. Ce qui est un peu bizarre, puisqu'on peut faire les deux, surtout ici en Occitanie. Et puis surtout, quand on demande à quelqu'un est-ce que vous mangez bio et qu'il vous répond non, je mange local, c'est à peu près la même chose que si on vous demandait l'heure et qu'on vous répond la température. Ce sont deux choses totalement différentes. Le bio garantit un mode de production, alors que le local, c'est. Ben, en fait, on ne sait pas. Peut-être que pour vous, monsieur, c'est 50 km, peut-être que pour vous, madame, c'est 100 ou 150 km, donc c'est pas défini. Alors que le bio, c'est défini, c'est un cahier des charges, c'est des contrôles, etc. Donc, la question s'est posée pour la première fois après des années où en fait il y avait trop de demandes et pas assez d'offres. Il y a eu une bascule et il y a eu, avec toutes ces conversions qu'il y a eu d'agriculteurs bio qui arrivaient sur le marché parce qu'il faut 3 ans pour se convertir. Donc on a eu des agriculteurs qui il y a 3 ans ont décidé de passer en bio, ce qui était une décision complètement rationnelle parce que le marché était en croissance à 2 chiffres. Et quand ils arrivent 3 ans plus tard, le consommateur n'est plus là, alors qu'avant il demandait du bio à corps et à cri. Donc pour la première fois, le bio, qui n'est pas si vieux que ça, hein, puisqu'il n'est même pas cadragé vert de la Belle Abbé, l'Eurofeuille est là depuis 2009, pour la première fois, c'est un marché qui s'est posé la question de sa demande. Parce qu'un marché, ça ne se pilote pas que par l'offre, ça se pilote aussi par la demande. Et tout comme quand il y a eu trop de produits laitiers en France, on a fait des grandes campagnes avec les produits laitiers des sensations pures, là on s'est retrouvé en bio, sans aucun moyen pour aller dire aux citoyens, aux consommateurs, manger bio, c'est bon pour les 30% de biodiversité en plus, manger bio, c'est bon pour ça produit une eau de qualité, ou encore, oui, on peut manger bio sans pour autant que ce soit plus cher. Parce que oui, c'est possible de manger plus de bio sans que ce soit plus cher. Et donc, on est allé voir le ministère de tutelle, en l'occurrence le ministère de l'Agriculture, qui est aussi d'ailleurs autant concerné que le ministère de la Transition écologique. Et on a dit, ben voilà, il va falloir nous doter d'attributs d'autres filières non bio. Pourquoi est-ce que vous avez la viande qui fait la promotion de la viande, le lait qui fait la promotion du lait, les fruits et légumes qui font la promotion des fruits et légumes, et le bio qui en fait la promotion? C'est pas Biocoop, c'est pas Leclerc, personne ne prend ce rôle-là. Et nous, agence bio, jusqu'ici, on avait une fonction, on était plutôt dans l'ombre, et on n'avait pas poussé la consommation, parce que sinon ça veut dire qu'on avait poussé les importations, vu qu'on n'avait pas assez de bio français. Et donc, on a lancé cette campagne, que vous entendez sans doute en ce moment sur les ondes à Radio France, qui dit, pour nous, pour la planète, ayons le bioréflexe, parce que le bio, c'est du sens et du plaisir. Et ça rappelle 3 messages fondamentaux qui font le consensus entre à la fois l'agence bio, le syndicat des entreprises de l'aval de la bio, qui s'appelle la Maison de la bio, et aussi 8 interprofessions. C'est-à-dire qu'autour de la table, on a mis Interbev, Interfed, CNEL, Intercéréales, Terre Univia, Thérapie, je vais sans doute oublier. Ah oui, les œufs, le poulailler, on a eu le CLD, le CNLF, tout ça, ce sont des organismes qui promeuvent leur filière. Ils ne promeuvent pas le bio, ils promeuvent le produit. Et on s'est tous mis ensemble autour de la table pour faire une promotion transversale et dire voilà ce que c'est bio. On va rappeler 3 fondamentaux. C'est 0% de produits chimiques de synthèse, parce que ça c'est factuellement dans le cahier des charges, c'est la loi qui le dit. C'est 30% de biodiversité en plus, parce qu'on est en plein effondrement de la biodiversité, et donc on ne pourra pas manger si on n'a plus d'abeilles plus tard, c'est absolument clé. Et le troisième volet du message, c'est 100% des opérateurs sont contrôlés au moins 1 fois par an. Parce qu'il y a 100% qui sont contrôlés même, plus c'est une bonne partie du parc qui est contrôlée de façon publique. Et donc ça, c'est une façon de réassurer le consommateur. Parce que nous, à Agence Bio, on a constaté qu'un des freins, c'était la perte de confiance et surtout le manque d'information. C'est pas tellement le consommateur qui s'estime pas assez informé, c'est même le citoyen. Donc cette campagne, Bioréflexe, elle est actuellement calibrée pour être plus de 6 semaines dans les médias. Le plan d'affichage national sur le mode de production, c'est depuis le 20 juin.
Et ensuite, ça va être repris en canon par toutes les filières. Là va démarrer la campagne des produits laitiers, ensuite viendront les campagnes des fruits et légumes, parce que le bio, c'est l'affaire de toutes les filières. Donc on va vous dire, oui, mais là, ça tombe mal, le bio en pleine crise de pouvoir d'achat. Alors certes, effectivement, il y a une tension, il y a une inquiétude sur le pouvoir d'achat. Et il y a factuellement le pouvoir d'achat qui s'évapore dans des augmentations de tarifs d'énergie, etc. Rappelons deux choses. La première, c'est que l'inflation évolue moins vite en bio qu'en produits non bio, et qu'on a vu même certains produits non bio devenir plus chers que les produits bio, notamment au lait ou au lait. Donc on n'est pas équipé, c'est un marché qui bouge de façon assez inédite. Et surtout, il y a certes 10 millions de Français qui sont dans une situation de précarité alimentaire, qui sont concernés par le chèque alimentaire, et donc c'est absolument clé qu'eux aussi accèdent du bio par le chèque alimentaire. Mais ça en fait, on est quand même 68 millions, donc ça fait 58 millions de Français qui ont des arbitrages à faire en pouvoir d'achat. Si je me base sur la seule année 2021, on n'a jamais vu autant de nouveaux skieurs aller dans les stations de ski. Les stations de ski n'ont jamais été aussi pleines. On continue d'acheter du café en dosette à 50 € le kilo, alors que le café Moulu est à 10 € le kilo. Et surtout, il y a des filières assez contre-intuitives qui cartonnent. Par exemple, les arts de la table, ils sont en croissance à 2 chiffres. Qui penserait qu'en période de tension de pouvoir d'achat, on renouvellera les assiettes et les couverts? Ça, c'était sur Instagram, parce que quand tu postes ta nourriture sur Instagram, il faut t'habiller ça. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a des arbitrages. Donc, il est plus que jamais clé de redonner à la fois envie aux consommateurs, mais aussi du sens pour qu'ils fassent des arbitrages alimentaires en faveur du bio. D'une manière générale, il y a une déconsommation alimentaire. Quand l'INSEE a publié les chiffres de l'alimentaire en février, il y avait 5 milliards de business en vente pour l'agroalimentaire en général. Donc nous, le bio qui avons perdu 132 millions, en proportion, on s'en sort plutôt pas mal, puisque la part de marché du bio dans les achats alimentaires des Français, elle reste stable. Donc, pourquoi c'est important? Nous, on n'est pas des propagandistes du bio, on ne va pas payer plus à la fin si le bio se vend ou pas. Pourquoi c'est important d'informer le citoyen? On remarque que plus on informe les gens sur le bio, et plus naturellement ils vont manger bio. Parce que naturellement ça prend du sens. Et surtout, ça veut dire qu'on change ses usages alimentaires pour mettre plus de bio dans l'assiette sans payer plus cher. Ça veut dire qu'on fait quoi? On fait des choses qui dépassent la problématique bio, pas bio. On gaspille moins, on cuisine plus, on achète de saison. Alors là, on est bien dans un terroir occitanie où on peut difficilement plus plaider la saisonnalité quand on voit notamment une terre d'arboriculture exceptionnelle et de fruits à noyaux d'extrême qualité. Donc, il faut acheter de saison, et puis il faut acheter aussi en vrac, il faut varier ses protéines, il faut mieux choisir sa viande pour qu'elle perde moins d'eau à la cuisson. Typiquement, la viande bio est assez recommandée dans ce cas-là. Donc, ce sont des usages alimentaires, c'est la transition en cours. On n'y échappera pas. On va devoir la faire, cette transition, et c'est ce qui permet de manger plus de bio. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut soutenir le bio? Pourquoi est-ce qu'il faut garder du bio, quel que soit son pouvoir d'achat, dans son menu? Pas passer tout en bio, mais en mettre plus. C'est parce qu'il faut soutenir les agriculteurs qui souhaitent passer en bio. Et ici, l'Occitanie, c'est vraiment l'emblème de cette région où il y a cette volonté de passer en bio, où le bio est une marque employeur attractive puisque les jeunes générations elles veulent venir au bio, plus sans compter ceux qui se convertissent au bio. Et donc il faut soutenir ces agriculteurs qui font le choix du bio, qui nous bénéficient à tous. Parce que le bio produit une autre qualité, ça nous coûte moins cher à la fin de l'année, et le bio produit 30% de biodiversité en plus et nous garantit la meilleure qualité. Donc, s'il y a bien une chose que moi je retiens de l'expédition aujourd'hui à votre invitation, c'est que le bio et local, c'est possible. On en a fait la démonstration rien que ce midi, et que justement, et plus que jamais, il faut qu'on puisse croiser ces deux envies des Français et des Français exprimés, que de soutenir des filières de qualité, comme le bio, territoriales. Et là, quelques belles vitrines que la région Occitanie, qui représente 22% de 2,8 millions d'hectares en bio national. Merci. Merci. On va t'embaucher pour faire la pub du territoire. Merci en tout cas de ces éléments. Je pense que c'est important dans tout ce qu'on a entendu depuis le début de l'année sur le secteur bio, de remettre un peu l'église au milieu du village, de rappeler ce qu'est réellement la situation de manière objective, et puis de montrer que voilà, on a des réponses à apporter sur cette nécessité en tout cas de continuer à porter la bio. Alors, on vous a fait de grands discours, tous, là, mais on s'est dit quand même que pour qu'il y ait un intérêt aussi à cet échange qu'on va avoir, c'est que les acteurs du terrain soient aussi là et puissent témoigner, et d'illustrer, d'incarner un petit peu les sujets qu'on a souhaité mettre en avance aujourd'hui. Donc on a proposé à 4 membres de pouvoir faire
faire part de leur expérience propre, pas là en tant que représentant de telle ou telle structure, mais vraiment en tant qu'agriculteurs, commerçants, de pouvoir faire part de leur vécu et de ce que la bio finalement apporte à leur travail, à leur environnement, à leur quotidien. Donc je vais d'abord passer la parole à Christian, qui est un producteur dans les bio, mais je vais surtout lui laisser parler de biodiversité parce que c'est ça, très très bien. Je vais mettre à côté ou je vais donner le micro de Paris. Je vais vous parler de biodiversité. Je suis arboriculteur entre Collioure et la Jonquière, au bord des Pyrénées. Voilà. Tout d'abord, le climat de l'Occitanie est adapté au bio. Soleil et vent sec. C'est très important. Et puis même le savoir-faire des producteurs, ils sont eux-mêmes adaptés au bio. Ils sont plus petits, ils sont plus proches de la terre. On les sent vraiment passionnés par leur travail. C'est important. Moi, je suis dans un verger et la biodiversité me permet de produire des fruits et légumes, parce que je fais aussi beaucoup de légumes, avec un équilibre dans le verger. Des papillons, des coccinelles, des cirques. Voilà. Il y a tout un ensemble d'insectes qui équilibre ce verger et qui me permet de ne pas positionner d'insecticides. Parce que l'enjeu de demain, pour moi, c'est ma vision à moi. Il faut pour arriver à ce genre de verger, il faut du temps, il faut de la biodiversité. Il faut mettre en place une stratégie. Exemple, les composites. C'est des haies avec plusieurs espèces qui sont des refuges à insectes et mammifères. C'est le couchage de l'herbe. C'est-à-dire qu'un jour, quand vous êtes couché dans l'herbe, pas tout seul, mais vous avez vu, il y avait plein d'insectes qui sortaient de partout. Voilà. C'est important. Cette vie-là est importante, elle équilibre le verger. Il y a aussi les bandes de fleuries. Ce sont des petites fleurettes qui sont adaptées au terroir et qui nourrissent les auxiliaires, parce que les coccinelles, les cirques, les chrysopes, les pins-soleils ont besoin, quand ils n'ont pas de pucerons, de chair, du pollen, des fleurs. C'est aussi la matière organique du sol, qui est très importante, puisqu'elle assimile les éléments nutritifs très lentement. Elle leur permet de pousser avec un calme et une croissance pas trop rapide. Avec le temps, tout ce qui pousse lentement dure longtemps. C'est bien. C'est comme ça qu'il y a moins d'appétence. Le verger est moins d'appétence, pas aux insectes nuisibles, mais à l'environnement. Voilà. Après, on met aussi les légumes. Ces légumes, il y a toujours une relation entre les arbres et les légumes. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça dure depuis longtemps. Et même dans un jardin, il y a le poireau et de la fève, ou la fraise. Mais moi, les fèves, elles de mes arbres. Parce qu'au moment de la fève, quand elle pousse, à un stade, il y a un puceron qui est hôte de la fève, mais pas hôte du péché, et qui nourrit les auxiliaires pendant que le puceron du péché n'est pas là. Et quand le puceron du péché arrive, la fève a nourri les auxiliaires et elle va vers le péché. Il y a tout un équilibre qui est à rechercher. L'INRA est en train de travailler là-dessus, sur la symbiose entre certains légumes ou certaines plantes médicinales, aromatiques, pour trouver ce genre de choses, et d'autres cultures. C'est cette voie, pour moi, cette voie qu'il faut essayer de rechercher et de trouver des solutions. Les solutions ne sont pas encore là. On a toujours besoin encore des insecticides pour pouvoir organiser et calmer l'attaque. Mais voilà un peu ma biodiversité avec moi, avec des nichoirs, avec des nichoirs à chauve-souris, à mésanges bleus, mésanges charbonnières ou moineaux fruités. Il y a tous ces environnements, des composites, des petites parcelles avec beaucoup de haies. Tout ça fait que l'équilibre dans le verger est atteint. C'est quand même 37 hectares. C'est pas de la biodiversité, c'est pas une critique. À l'échelle petite, c'est quand même une surface importante. Voilà un peu ma vision de la biodiversité. Et puis le consommateur bio doit aussi être sensible à ce genre de choses. Je dis souvent, le fruit est moins gros, c'est vrai, mais moins calibré. Mais tout ce qui est petit est mignon, tout ce qui est gros est douteux. Voilà. C'est bon, là, hein?
passer les 4 témoins qui font les questions après ou on fait les questions après? Les questions après? Laurent. Alors c'est le même terroir, c'est pas la même production. Il va vous parler de société des plaisirs. Écoutez, moi c'est surtout, alors je me présente, Laurent Girbeau, vigneron dans les Pyrénées-Orientales, sur une exploitation de 35 hectares, et je suis un jeune producteur bio, puisque ça fait que 5 ans que j'ai rejoint cette magnifique famille. J'appartiens déjà à une autre famille, à la famille coopérative. Et que vous dire sur mon passage en bio? Ben, tout simplement, on se posait pas mal de questions, parce que dans les Pyrénées-Orientales, mon collègue l'a dit, Christian, on a beaucoup de vent, on a beaucoup de soleil, donc on a beaucoup moins de maladies que dans d'autres départements. Donc déjà, on traitait avec des produits relativement, des produits de contact, oui, bordelaise, soufre. Et avec mon père qui a 78 ans, on s'est posé pas mal de questions. Et à un moment donné, mon fils a voulu nous rejoindre. Et donc je me suis dit, ben ça, c'est le moment de passer à l'agriculture biologique. Et à partir de là, on avait une agriculture dans le conventionnel, qu'on connaissait. Et dès qu'on est passé à l'agriculture biologique, eh ben, on a dû automatiquement réapprendre un petit peu cette notion de terroir. On a réappris un petit peu nos parcelles, à les comprendre un peu mieux. Et on s'est renseigné, on a des purines d'ortie, des purines de prêle, des huiles essentielles d'écorce d'orange qui marchent en fait pour sécher le champignon, qui est le mildiou ou l'oïdium. Et à partir de là, effectivement, on prend plaisir tous les jours, franchement, avec mon père et mon fils, dans cette agriculture biologique. Pourquoi? Parce qu'on peut se permettre, bon, c'est vrai que ça a un coût, il ne faut pas l'oublier, l'agriculture biologique, énormément de main-d'œuvre manuelle, mais voilà, tous les jours, quand on se lève, ça nous fait plaisir. Au-delà de tout ça, c'est aussi, on parle de la maltraitance animale, certains en font l'écho, et moi je dirais que les agriculteurs en bio, on est vraiment heureux. C'est pas la béatitude, c'est pas qu'on est des rêveurs, mais franchement, si certains se posent la question sur la maltraitance animale, il se ferait bien de se poser aussi la question sur l'agriculture biologique et les agriculteurs qui mènent une agriculture comme ils veulent et qui leur font plaisir, qui font tout plaisir à tout le monde. Voilà. Je sais pas si j'ai été un petit peu. Girbeau, G-I-R-B-E. G-I-R-B-E. Voilà. On a pas mal parlé de restauration collective, les uns et les autres, comme étant un levier de croissance et surtout d'accessibilité du bio à l'ensemble de la population et à tous. Et donc, on souhaitait, Dominique Caron va vous présenter un petit peu son point de vue, vous présenter son approche et son point de vue sur le sujet. Oui, donc je suis Dominique Caron, je dirige Biofinesse, qui est une entreprise sur Toulouse qui distribue des produits alimentaires bio en restauration, essentiellement restauration collective, et ça depuis 2001. Donc ça veut dire que ça fait plus de 20 ans qu'on fait que du bio pour la restauration. Et c'est une vraie chance pour tous. Quand je regarde, on a aujourd'hui pas loin de 5000 références dans les 3 technologies, du frais, du sec, du surgelé, qui nous permettent de couvrir tous les repas, de l'entrée au dessert, des petits déjeuners, des collations. Et ça nous permet de servir tout le monde, les seniors aussi. Beaucoup de nos clients, beaucoup de nos convives sont des scolaires, plus des 2/3 de nos convives sont des scolaires. Donc c'est une vraie chance pour eux, pour ces scolaires, pour ces gamins, qu'on va pouvoir initier au bio, parce que chez nous on fait beaucoup de pédagogie, on fait beaucoup d'animation, et lorsque on fait découvrir le bio à nos gamins, on aime bien qu'ils le sachent, on aime bien que ça se voie en fait. Donc très intéressant, c'est une chance pour ces gamins, parce que du coup on va parler de santé, on va parler d'éducation, on va les éduquer sur le bio. C'est une chance pour nos producteurs. Je me suis amusé à regarder la part de... Parce que souvent on se dit le bio ça vient un peu de partout. Ben, écoutez, je me suis amusé à regarder d'où venait le bio qu'on avait distribué sur l'exercice passé. 88% de nos produits venaient de France. Et quand ça ne vient pas de France, c'est parce qu'on ne les trouve pas. Et quand on ne les trouve pas, on ne va pas les chercher très loin. On les trouve en Europe, on les trouve en Espagne, on les trouve en Benelux, on les trouve en Italie. Et globalement, quand ça manque, c'est plutôt certains légumes surgelés qui nous manquent, même si la France est en train d'avancer depuis 2-3 ans. Voilà. Donc c'est une chance aussi pour la planète de
de pouvoir mettre tout ça. Quand je dis que c'est une chance pour ces producteurs de savoir que de développer le bio en restauration collective, c'est de travailler avec des produits français, je trouve que c'est génial. Quand on sait qu'aujourd'hui, on a une loi qui va dans le sens de développer le bio en restauration collective, c'est 20% en théorie attendu cette année. Vu où on en est aujourd'hui, ça veut dire qu'on serait censé faire 3 fois plus de produits bio d'ici la fin d'année. Donc on a de belles perspectives devant nous. Et ça, c'est super rassurant. Merci Loïc. Et puis le dernier, c'est Ken, Marcel. On revient à la production, mais on va changer de secteur, changer de département, de région, presque ancienne région, c'est ça. Et puis parler d'un sujet qui me tient aussi beaucoup à cœur à l'interprofession, c'est l'axe économique et puis la répartition de la valeur entre tous les maillons des filières. Merci, bonjour à tous. Donc, un axe à aborder avec vous qui n'est pas forcément le plus simple aujourd'hui dans la filière. Mais avant de l'aborder, peut-être me présenter. Donc, Michael Marcero, je suis agriculteur dans l'Ariège, d'ici en production bovine, bien sûr en bio depuis maintenant une dizaine d'années. Au début, je n'aurais jamais cru pouvoir rester aussi longtemps en bio, mais une fois qu'on y est, c'est une vraie famille et vraiment, je suis très content et je pense que je vais faire encore beaucoup d'années en bio. Par contre, j'ai fait un choix très rapide sur mon exploitation et très direct. Où c'est que je me suis dit, moi je sais produire, par contre je ne sais pas commercialiser. Et donc je vais faire gérer ma commercialisation à d'autres personnes, sans quand même laisser les choses se faire toutes seules. Donc j'ai laissé faire à la coopérative, où je suis adhérent, et je suis impliqué quand même au niveau de la gouvernance de la coopérative. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous parler du partage de la valeur au sein de la filière, parce que ce qui est important aujourd'hui pour arriver à construire quelque chose, c'est vraiment de le travailler en groupe. Moi aujourd'hui, c'est la coopération que je vous amène. Par contre, ça serait très réducteur aujourd'hui de dire que le marché global bio, c'est que de la coopération. C'est surtout pas ça. Aujourd'hui, ça peut être de la coopération, ça peut être du privé, ça peut être aussi des agriculteurs qui vendent directement de chez eux. Par contre, pour répartir la valeur, ce qui est important, c'est de la créer. Et la valeur, on la crée essentiellement à 3 endroits, même si je me suis un peu avancé en donnant 3, mais essentiellement à la production, c'est là où on crée la plus grosse des valeurs. On en a parlé, le cahier des charges, le savoir-faire, c'est là où c'est qu'il y a de la valeur. On la crée aussi dans la transformation, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même des échelons à certains endroits, avec certains produits où il faut transformer, parce que sans cette étape-là, c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir valoriser un produit. Et la dernière partie, c'est vraiment à la commercialisation, à l'acte de vente ou à l'acte d'achat. C'est là où on arrive vraiment à gérer aussi la valeur, parce que globalement, si on n'a pas ce dernier maillon qui est avec nous, qui est le citoyen, qui est le consommateur, on n'arrive pas à pouvoir faire redescendre la valeur, ou du moins à pouvoir la répartir. Donc c'est important d'avoir ces 3 maillons-là qui fonctionnent entre eux et qui arrivent à créer des choses. Un des enjeux importants sur la répartition, sur la création de la valeur, c'est surtout de bien positionner les choses et globalement, et le bio a su le faire, mais il faut continuer dessus, sur se dire qu'aujourd'hui, on amène une production qui globalement depuis des années était présente, pas sous le cahier des charges qu'on avait, parce que nous on amène encore mieux, par contre elle était produite, les terres elles étaient présentes, ce qu'on amène était déjà là, donc pour arriver à créer de la valeur, la première chose à faire c'est de regarder qu'est-ce qu'on peut réutiliser. Et on s'aperçoit que finalement dans les filières, il y a des outils, il y a des modes de commercialisation qu'on peut arriver à récupérer et à reprendre en parallèle avec le conventionnel, parce que c'est ça qui est fort aussi, et de pouvoir, soit en logistique, soit un outil de transformation, soit un outil de commercialisation qu'on peut ramener. Et surtout, une chose qui est très importante, c'est de ne pas vouloir réinventer des choses qui existent déjà. C'est primordial aujourd'hui, parce qu'une des choses pour arriver à bien répartir la valeur, c'est surtout de ne pas la perdre, de ne pas l'utiliser entre-temps pour recréer des choses qu'on pourrait éviter, et ça c'est primordial. Et dans l'une des choses qui est important aussi à faire, et qui je pense qu'il faut appuyer assez fort, on n'arrête pas de nous dire que finalement, dans les décennies qui arrivent, l'agriculture a un vrai rôle à jouer. On nous explique que finalement, l'agriculture va sauver le monde par l'environnement, parce que sans nous, ça va être compliqué dans les années à venir. Et à côté de ça, on va devoir quand même arriver à nourrir des populations qui sont en augmentation perpétuelle. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui dans le bio, c'est de se dire que nous, à notre échelle, c'est pas que nous qui sauvons le monde, mais on a commencé ça parce que par notre production, on arrive à être dans le défi qui nous attend dans les années à venir et qu'on concrétisera ça avec l'unité qu'on peut avoir tous au sein des filières, que ce soit en vente directe dans une ferme ou que ce soit dans des magasins spécialisés ou alors dans des grandes surfaces de GMS, en arrivant à construire la filière, car c'est toujours la filière qui nous amènera
globalement où c'est qu'on veut aller et avec une vraie répartition de la valeur. Merci beaucoup. Petit mot de la fin du nouveau président. Et puis après, on va aux questions. D'ailleurs, voilà. Donc effectivement, on a passé notre journée à parler de la bio. C'est un vaste sujet qui nous concerne tous, en tout cas ici, parce qu'on est des acteurs. On a envie de faire plaisir, on parlait de plaisir. Donc l'Interbio Occitanie qui regroupe toutes ces différentes filières. On est pour une bio ambitieuse et engagée, c'est-à-dire une bio qui est accessible, proche de chez vous, accessible en termes de prix, accessible en termes de proximité, une bio durable, au service des territoires, des hommes et des femmes, et de l'environnement, bien entendu. Donc ça, effectivement, c'est un travail qui ne se voit pas toujours, mais qui petit à petit, moi, c'est à titre personnel, c'est un des axes qui m'a fait aller vers la bio, c'est effectivement cette préservation de la nature et voir le plaisir de voir certes plus de lièvres, de chevreuils et d'insectes dans mon proche environnement. Alors pas toujours pour quand on plante des haies, mais c'est quand même très agréable de voir. Et on est aussi pour une bio qui s'inscrit dans les changements à venir. Pas toujours pareil, environnement, mode de consommation. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle durabilité et forme de résilience aussi. C'est-à-dire, ça peut paraître un peu modeste encore, mais je crois que pour notre futur à tous et ceux qui vont nous succéder, je ne pense pas qu'on soit sur le horizon. Merci à tous. On s'est parlé maintenant. Si vous avez des questions, soit pour nous, pour les témoins, pas hésiter. Donc, Jean-Pierre Rossi, je suis journaliste à la lettre M, qui est l'économie en Occitanie. Est-ce que, monsieur le président, vous pouvez vous présenter un petit peu, nous dire qui vous êtes, ce que vous faites Donc, je m'appelle Daniel Gerber, je vais vers BER. J'habite sur la commune de Magnac, qui est proche de Toulouse. Installé depuis 1984 et mes premières parcelles en bio datent d'environ une quinzaine d'années. Et progressivement, j'y suis plus arrivé pour des raisons effectivement d'environnement que pour des raisons économiques. J'ai toujours pensé qu'effectivement on avait une alimentation très saine, même celle que j'ai fait, c'était pas un reni de ce que j'ai fait mes 20 premières années d'agriculture conventionnelle, mais je pensais qu'effectivement, pour l'environnement, il y avait le bio faisait sens. Et puis tout simplement parce je suis en périphérie urbaine et je voyais des zones pavillonnaires qui se construisent partout, et puis cette crainte finalement des voisins par rapport à certaines pratiques, et je me suis dit, bon, je ne sais pas, j'avais l'impression d'être comme un sentiment profond d'être dans la bonne direction en partant sur le bio. Et moi-même, je suis donc céréalier en production de semences aussi, et puis avec une exploitation irriguée. Donc là, il y a aussi encore des progrès à faire dans l'irrigation, dans l'économie d'eau. Et en fin de compte, le challenge d'agriculteur, c'est qu'on a la chance d'avoir des technologies, des savoirs, des recherches, que ce soit de la génétique, que ce soit de la mécanique, que ce soit de l'ingénierie informatique. On a la chance d'être dans un domaine qui évolue très très vite. Il y avait la semaine dernière, je crois, le salon du Vatec à Paris, où beaucoup de start-up travaillent sur ces domaines. Donc et finalement, même chez les jeunes, on s'aperçoit que c'est un environnement qui leur plaît beaucoup.
beaucoup, et donc on se doit d'être présent sur nos terres, sur nos métiers, de préparer l'avenir, parce que moi je suis arrivé à un âge où je dois plutôt penser à transmettre qu'à continuer à travailler comme j'ai travaillé, et je trouve ça très, très intéressant. Surtout que la bio, on peut dire qu'elle est jeune, puisqu'on parlait tout à l'heure, le label AB européen, ça date de 2009, donc on a encore beaucoup de choses à faire ces 20-30 prochaines années, et je pense que de toute façon, il suffit de voir ce qui se passe à travers le monde, on ne se trompe pas. La surface de l'exploitation 150 hectares. Et notre question, c'est la durée du mandat à la présidence. Alors, on a la chance d'avoir quelque chose de très vertueux au niveau d'Interview Occitanie, c'est que, et puis on nous félicite, mais il n'y a pas de quoi, puisque on félicite quand on a gagné quelque chose, mais en fin de compte, moi on m'a dit maintenant ce sera à toi de le faire, parce qu'on a au niveau d'Interview Occitanie, donc il y a les 5 collèges, comme je l'ai expliqué, et on a une présidence tournante qui était jusqu'à maintenant d'une année, et à partir de l'année prochaine, ce sera une présidence qui va durer 2 ans. Donc le prochain collège qui va me suivre, la présidence, le bureau, aura, je dirais, une durée de vie de 2 ans. Et je vous rappelle, donc l'Interview Occitanie, c'était la réunion quand il y a eu la fusion des 2 régions, des différentes structures bio, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Donc ça mène aussi, c'est là qu'on voit que finalement, de voir un peu plus loin que ses frontières, ça aurait une richesse. Donc si j'étais resté en Midi-Pyrénées, je n'aurais pas le bonheur de connaître Christian Seller, et vice-versa, bien entendu. Et donc voilà, donc on amène ça crée une richesse de connaissances, de rencontres. Voilà. Et moi, par ailleurs, donc, ce qui m'amène ici à la présidence, c'est que je suis vice-président d'Agrigo-Union, qui est un des premiers metteurs en marché de céréales bio, donc qui a construit une filière avec différentes coopératives régionales, qui sont même en Aquitaine, sur tout ce qui est production céréales bio. Et par ailleurs, juste pour l'anecdote, je disais à M. Galras tout à l'heure, on parlait de filière, voilà, à l'Union, par exemple, dans les céréales, on est en train de mettre en place une filière de bio-lin, de lin bio qui part en Chine. Donc, qui est spécifiquement fait selon le label chinois, les exigences des Chinois, comme il y avait sur le lait infantile, etc. Pour dire, les Chinois sont très intéressés par notre cahier des charges parce qu'ils sont convaincus qu'on ne triche pas et que la garantie France, les certifications que l'on a, Écossaire, etc., sont vraiment un gage de qualité. Et donc, ce qui permet de construire des filières, ça ne se fait pas tout simplement du jour au lendemain, mais sur certaines productions qui ont peut-être aussi, ma foi, heureusement pour nos producteurs, des débouchés à l'étranger. Bonjour, Nicolas Dépêche. J'étais la semaine dernière chez un maraîcher bio, labellisé bio, qui a démarré il y a 1 an et demi, 1,6 hectares. Ils sont 2. Ils travaillent 9 heures par jour, un week-end sur 2, et vous avez 150 hectares. Comment ça se passe du coup? Puisqu'il y en a, je ne sais plus lequel, tout à l'heure, que le bio avait cette spécificité d'être très gourmand de gestes manuels, quoi. Donc, du coup, comment ça se passe quand on est en bio sur 150 hectares? Moi, par exemple, je suis sur du matériel, je suis dans le CUMA, c'est-à-dire c'est du matériel que je partage avec les agriculteurs sur ma commune, voire même une commune avoisinante. J'ai la chance, c'est ce qui me permet d'être présent aujourd'hui, parce que sinon, je n'aurais pas le temps. J'ai la chance d'avoir un ouvrier qui me se montre très bien, qui permettait d'avoir ses mandats et qui me plaise, parce qu'intellectuellement, comme je viens de vous dire, il y a des rencontres, on voit différents milieux, économiques. Mais effectivement, et après, là par exemple, je devais aller à Valence avec notre directrice, je lui ai dit je ne peux pas, parce que j'ai des jeunes justement qui viennent épurer, parce que ça c'est du travail à la main. Donc en termes de durabilité aussi c'est intéressant, parce que
moyenne, soit à l'époque, soit de temps en temps avec le maïs. Cette année, j'ai pas de maïs, mais pour épurer des sojas, c'est-à-dire que vous avez, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais il y a certaines mauvaises herbes qu'on n'arrive pas facilement à désherber avec des machines, même quand elles sont petites. Par exemple, je parle du xanthium, qui est une plante invasive. Je parle du datura, qui est une plante qui peut être toxique. En tout cas, il ne faut pas qu'on en retrouve dans la récolte. Et donc tout ça, ça se fait à la main. Donc j'ai demain, après-demain, des jeunes qui viennent, il faut que je sois là. Donc effectivement, ça permet de jongler. La différence, c'est qu'on est sur des commodities. Même si on est en bio, on a une prime par rapport aux matières premières conventionnelles, même si les matières conventionnelles ont fortement augmenté. C'est-à-dire elles ont doublé, mais le blé bio n'a pas doublé. Le blé bio suit un tout petit peu parce qu'on a des filières, et les meuniers bio, ils ne vont pas vendre le pain bio beaucoup plus cher. Mais si on veut conserver malgré tout l'attractivité, pour des raisons logistiques, l'agriculteur bio, si on lui paye sa matière bio aussi cher que du conventionnel, et qu'il a son silo à côté et qu'il économise X euros par rapport au transport, il dira peut-être que moi c'est la même chose. S'il est conscient de la filière, effectivement, il va pouvoir faire le transport. Donc finalement, les industriels ou les meuniers, etc., sont obligés de payer un peu plus cher, mais ils ne vont pas payer le double, ce qu'on a vu sur le tournesol, sur le blé, etc. Des matières premières qui ont doublé en quelques mois. Pour maintenant, ces derniers jours, c'est en train de redescendre. Heureusement pour les utilisateurs, y compris nos amis qui ont des bêtes qu'il faut nourrir, c'est pas évident. Donc, on est sur des commodities, c'est-à-dire qu'on est sur un marché quand même international. Quand vous êtes en fruits et en légumes, quand vous êtes sur des productions très spécifiques, on est sur des choses beaucoup plus fragiles, où il y a une valeur ajoutée beaucoup plus grande. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, moi j'ai un ami qui a des fraises en bio, qui n'est pas en bio, justement, il n'est pas en bio, qui a des fraises sur 2 hectares. Sur ces 2 hectares, parce que c'est hyper technique, il a le même chiffre d'affaires que moi sur les 150 hectares. C'est pas lié à la taille. Le maraîchage, elle demande de main-d'œuvre plus importante. C'est les cultures qu'il faut cueillir tous les jours, tout ça. La céréale, c'est 2 mondes différents. En fait, ce qu'il faut voir, simplement, c'est que le temps donné pour une surface donnée varie à un moment en fonction de la filière. Un temps de travail pour un hectare de blé est largement inférieur à un temps de travail en viticulture et qui est encore largement inférieur à un temps de travail en maraîchage. Donc c'est très spécifique, le temps de travail est très spécifique filière par filière. Et souvent, les exploitations, avec des exploitations en grande culture, qui sont beaucoup plus élevées, et les surfaces moyennes et petites sont souvent en maraîchage. 2 questions en chiffres. La taille moyenne de l'exploitation en bio, en France et en Occitanie, je ne sais pas si c'est pareil, par rapport à la taille moyenne d'exploitation en conventionnel. Et après, si vous pouvez m'expliquer le tableau de la page 15 sur la répartition des parts de marché entre bio et les additions de chiffres, je confonds pas tout. En surface alimentaire, GSA, oui, c'est pas bio là. Non, en fait, alors, sur les moyennes de taille d'exploitation, c'est pas une donnée que j'ai. Je ne sais pas si elle existe. Ouais. Je ne sais pas, mais par exemple, on a des données, alors pas forcément sur les différences de taille d'exploitation. Moi, je suis ignorant, je sais qu'il y a une étude qui a été portée par Sciences Po il y a quelques années qui avait démontré que, par exemple, en termes de main-d'œuvre, c'est 50% de main-d'œuvre en plus pour un hectare de vigne en bio par rapport à un hectare de vigne conventionnel. Donc, c'est vrai qu'on regarde souvent par secteur et plutôt par des surcoûts qui sont liés aussi à la main-d'œuvre, qui a des produits de production sur une filière, plus que par superficie, parce que la superficie, à l'intérieur d'une même filière, moi je suis du Gers, la superficie moyenne d'une exploitation agricole dans le Gers, viticole dans le Gers, est beaucoup plus grande que dans les Pyrénées-Orientales ou dans le Languedoc. Donc là aussi, en fait, il y a beaucoup d'écarts, même à l'intérieur d'une filière en fonction du terroir d'origine. Répondre à cette question est peut-être un peu compliqué et réducteur. Alors le tableau, grande surface alimentaire, c'est la grande distribution, telle que voilà.
Et après, vous avez des données plus précises sur les circuits spécialisés bio, avec ceux qui sont en réseau, les indépendants, puis après les artisans commenceurs, la vente directe. Donc on est sur les chiffres d'affaires annuels, et puis les croissances et les parts de marché. Donc, ça nous paraissait important de mettre ce tableau parce que dans un seul tableau, vous avez un peu la dynamique des différents circuits qui montrent que même s'il y a un tassement, par exemple en grande surface, parce qu'on sait que il y a moins d'assortiments, il y a eu beaucoup d'entrées de produits bio dans la distribution, qui fait que les gens ont consommé plus bio parce qu'il y a plus d'offres. Là, on assiste plutôt à une augmentation de l'offre et donc à une augmentation de la consommation bio dans les grandes surfaces. En magasin bio spécialisé, ce qui s'est passé, c'est que ces dernières années, la croissance du nombre de magasins a suivi, je dirais, la dynamique de la bio dans son ensemble, ce qui fait que vous avez beaucoup plus d'ouverture de points de vente. Et donc, quelque part, ils se partagent le gâteau entre guillemets du marché, entre plus de points de vente. Donc, au sein de, si vous interviewez, si vous demandez à des magasins spécialisés bio aujourd'hui comment ils vivent la situation, c'est pour certains très dur, parce qu'ils se sont lancés depuis peu, ils sont plusieurs finalement sur le même business. Ça, j'ai compris, c'est juste les émissions de chiffres, ça n'est pas 100%. Je ne comprends pas ce qui dépend de quoi dans votre cas. Alors, je dois manquer certains parts de marché ou certains secteurs. Il n'y a pas la RHD. Si, il y a une partie de la restauration domicile, la restauration domicile, non, restauration collective, la restauration commerciale. Il n'y a pas 100% du marché. Il manque certains petits segments. Vous avez une totale 100%, du coup, je ne voudrais pas faire l'erreur. Oui, oui, ces chiffres dans le coin. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Mais, écoutez, je vais regarder. Peut-être, parce que là, je ne vois pas où il y aurait un problème. Après, vous avez des sous-totaux, hein. D'accord? Oui, ça j'ai vu total spécialisé bio, donc ça peut bien aller 77%. Vous avez le total hors restauration collective, c'est la somme de tout ce qu'il y a dessus, d'accord? Puis la restauration en domicile qui additionne les 2 millions de sous. Et les 6 entre l'addition de grande surface, total bio, artisan commerçant et vente directe. C'est là qu'il manque quelque chose. Je ne vois pas. Ça va monter dans la salle, les filles, on est aussi. Moi, je ne vois pas ce qui manque. Je ne vois pas ce qui manque. Parce qu'à la rigueur, il pourrait peut-être, mais je vois que GSA, ça doit recouvrir toute la distribution, parce que parfois dans les chiffres, on éclate entre ceux qui relèvent de la LCD, ceux qui relèvent de la LCA, les Lidl et Aldi sont souvent à part. Mais je pense que dans la GSA, vous avez tous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors. Parlez plus fort. Croissance 2020-2021, pour rester sur le tableau, vous avez la croissance 1,4 et 0,5. C'est quoi? C'est la pandémie sur la rétractation un petit peu globale de la consommation? Oui. Parce que la guerre en Ukraine n'est pas encore effective, la plateforme des prix. Non, mais vous avez plusieurs choses. Il y avait déjà des signaux, même sur certains secteurs, comme la filière laitière, il y avait déjà des petits signaux dès 2019 d'un ralentissement de la croissance de consommation bio. Et nous, les acteurs de la VAL, nous avaient déjà averti en disant attention, vu les croissances qu'on a eues de production, il va falloir que le marché absorbe. Et on se connaît les dynamiques du marché, on sait que ça va être compliqué. On avait déjà eu des petits signaux, donc qu'il y ait des petits tassements, c'est normal. Vous rajoutez à ça le fait que 2021 était une année atypique, mixte finalement, avec une année, la moitié de l'année, il y a eu encore l'impact de la crise sanitaire, puis l'autre année, ça a démarré, avec des circuits de distribution qui, les gens ont arrêté d'acheter pour cuisiner, hein, ils sont tous allés acheter des pizzas, des burgers, parce qu'ils n'avaient pas envie de cuisiner. Et il y a eu des effets comme ça, est-ce que sur la moitié de l'année? Donc c'est pour ça que 2021 par rapport à 2020, pas sur la même dynamique. C'est reparti sur certains segments, sur d'autres ça a diminué. La RHD elle n'est pas repartie à plein parce que l'année 2021 elle n'a pas fonctionné à plein. Il y a encore eu des périodes. On a retrouvé en globalement 2021 on a retrouvé le chiffre de 2019. Voilà.
Mais de manière. Finalement, la dynamique qu'il faut presque prendre, c'est plutôt la 2021-2022. Oui, c'est celle-ci, tout à fait. C'est ça qu'il faut comparer. Parce que 2021, 2020 est une année atypique. C'est-à-dire à chaque confinement, on a une envolée de la consommation de produits bio qui est retombée parfois si sec fin de confinement. Vraiment, l'année 2020, elle a été atypique à tout point de vue. Et la déconvenue a été d'autant plus grande pour ceux qui ont cru que finalement le monde allait changer, que les gens allaient consommer plus de produits bio, plus en proximité, plus en vente directe. Tous ceux qui se sont engagés dans la vente directe sur l'année 2020, il y a eu quand même beaucoup de déconvenue derrière parce que ça n'a pas été très durable. Donc oui, il vaut mieux qu'on prenne les chiffres de 2021 en rapport à 2019. On est plus sur maintenant 5% on va dire, de croissance de 10 jusqu'en 2019. C'est ça. Oui. Dans les grandes lignes. Et après, c'est très divers d'un circuit à l'autre, avec sur tout ce qui est vente directe, artisan commerçant, il y a encore en croissance. Là, ce qui nous intéresse, il nous tarde d'avoir les chiffres 2022 parce que depuis le début de l'année, c'est vrai qu'on sent, à dire d'acteur, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément toutes les données comme là, on sent bien que ça freine, hormis la restauration collective, voilà, le seul qui est économique, mais hormis en restauration collective, sur les autres secteurs, ça freine, et ça freine fort sur certaines filières. Une dernière question, du coup, sur la conversion en bio, par contre, on reste de l'ordre de 10% chaque année. Oui. Même en termes de surface. Oui, les deux. 10 à entre 9 et 11% par an. Et encore en 2022, les premiers chiffres qu'on a sur le début de l'année, ça ne freine pas beaucoup. La croissance freine un peu, mais on reste en croissance. Voilà. Merci. Oui. Justement, j'avais une question sur au-delà de la croissance des conversions. Est-ce que vous craignez que dans les mois à venir, avec la flambée du prix des céréales, le relancement de la demande en bio et du coup un delta de prix qui devient assez limité entre le bio et le conventionnel, que des agriculteurs bio disent je repars dans le conventionnel parce que finalement c'est pas rentable. Alors, vous avez je pense que c'est une question qui peut se poser effectivement en grande culture. Les quelques des conversions qu'on peut avoir, on s'aperçoit que c'est plus des personnes qui arrivent en fin de carrière et veulent transmettre l'exploitation et ils trouvent le voisin, souvent vous savez c'est les voisins qui se répartissent les terres, etc. Il n'y a pas forcément un agriculteur bio à côté. Donc c'est des chiffres qui effectivement, il peut y avoir des déconversions. Mais je pense que finalement, elles seront assez marginales. Elles peuvent exister si on arrive à des situations d'impasse technique totale, par découragement. Mais je ne pense pas que ce soit le marché en tant que tel qui vraiment commande ça. C'est pas le cas, on peut pas le dire. Vous savez, si vraiment on savait tout ce qui se passerait demain, c'est fantastique. Donc il faudrait vraiment que le prix des matières premières, on n'a qu'à voir, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est déjà entre le prix sur les oléagineux où c'était monté à 800 € la tonne, c'est redescendu, on est nouveau à 650, c'est très volatile. On est sur les filières bio, sur le bio, on est sur des filières longues. C'est-à-dire où il y a une forme d'engagement sur la durée, y compris avec nos acheteurs, y compris avec les transformateurs, etc. Le marché spot sur les marchés des commodities liés à la bourse, parce que pourquoi ça baisse? Parce qu'effectivement, le prix avait tellement augmenté, c'est parce qu'il y avait des fonds financiers, c'est Chicago et compagnie qui ont fait aussi monter les prix de cette manière. Donc on est sur le bio, on est sur quelque chose de différent. Alors ponctuellement, parce que des gens, pour des raisons de succession, pour des raisons peut-être problèmes techniques spécifiques à des parcelles, à des biotopes, etc., mais je ne pense pas que ça soit un gros traîneau. Ça peut arriver, mais aujourd'hui, je fais le pari que même les conversions seront toujours plus importantes que les déconversions qu'on peut y avoir. Donc
Donc ça va être positif. Je me permets juste de confirmer, au niveau national, de manière générale, les dernières années, on est resté à peu près, au global, nationalement, 2200 fermes à peu près l'an dernier qui sont sorties du bio. Donc on ne parle pas de déconversion, on parle d'arrêt de bio. La moitié d'entre elles, c'est des départs à la retraite ou des changements d'activité. Et sur ceux qui changent du parc du bio, de manière générale, on est à quelque part entre 4 et 5% du parc total des fermes. Et donc, l'Occitanie est dans les moyennes. On continue d'avoir effectivement sur les 6 premiers mois un saldo positif. Donc, on n'a pas pour l'instant d'alerte à déclencher sur ce qui est la dynamique des conversions et la dynamique des déconversions. Sachez que les déconversions sont plus difficiles à suivre. Donc, d'une manière générale, pour l'instant, il n'y a pas d'alerte. Ce qu'on a pu voir, c'est que d'une manière générale, déjà, il faut savoir que le bio est plus contractualisé. Donc, vous ne pouvez pas être versatile. Mais on a vu des acteurs de grande culture bio, par exemple, donc prix à flamber, qui restaient en bio, mais qui vendaient en conventionnel, parce qu'ils avaient une opportunité. Ça ne veut pas dire qu'ils se déconvertissent. Ils continuent de produire. Ce n'est pas des gens qui ont envie de reprendre les pesticides de synthèse. Donc ils vont rester en bio, parce qu'ils savent en plus que si vous sortez en bio, en fait, ce n'est pas une porte d'embauche. Vous restez dehors 3 ans. Donc, d'une manière générale, on peut avoir, dans le bio, on a tout. On a des bio opportunistes et on a des bio convaincus. Il peut y avoir des opportunistes qui viennent, les derniers venus, qui sont les premiers à partir. Mais ce n'est pas ça le cœur du réacteur du marché du bio. C'est surtout des gens qui font une conversion sur 3 ans. En général, elle a été mûrement réfléchie plusieurs années. Donc, ce n'est pas des gens qui sont des girouettes à l'année. On est sur un sillon long. Donc, d'une manière générale, on a eu, par exemple, on a publié des chiffres de déconversion, il y a eu une surréaction parce que, alors que ça avait frémi de 4, on est dépassé de 4,02 à 4,17 du parc des fermes. Donc, pour l'instant, RAS, pour une notamment 2021, sur 2022, on commence à regarder, mais c'est difficile d'avoir les données consolidées parce que les organismes certificateurs n'ont pas forcément les déclarations. Mais d'une manière générale, il faut garder à l'esprit que sur les gens qui sortent du bio, il y a une moitié, c'est juste qu'ils arrêtent l'agriculture en général. Donc il n'y a pas de désaveu du bio, loin de là. Au contraire, on continue d'avoir des gens qui demandent à passer en bio, qui parfois sont freinés par l'industriel, le distributeur ou la COP. Ce qui ressort pour compléter les propos de l'autre, c'est que Laurent l'a bien dit, Daniel aussi, c'est-à-dire que c'est des exploitants agricoles qui ont commencé leur carrière en conventionnel, qui sont passés au bio et par rapport au plaisir qu'ils prennent et par rapport à l'intérêt de l'agriculture biologique, pas grand-chose au monde, ils ont envie de repasser sur un système conventionnel. Donc ça, c'est important de dire, même si effectivement des fois il y a des gens qui se convertissent par opportunité économique, souvent au bout de quelques années, ils deviennent vraiment convaincus par leur mode de production en bio. C'est une façon différente de faire du bio, même si c'est sans intrants et tout ça. Quand on a comme marché, comme débouché, des grandes surfaces, et quand on est sur la vente directe, parce que les profils d'exploitation sont différents en fonction. Est-ce qu'il y a une industrialisation du bio pour les gros réseaux? Entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, c'est pas forcément quelque chose qui nous plaira, c'est pas l'objectif, mais voilà. Est-ce que les fermes sont différentes si elles sont en circuit court, puisqu'il y a le but de réconcilier les circuits courts et le bio, donc voilà, est-ce que c'est ça l'avenir, ou est-ce que c'est encore la grande surface? Ce qui est important, c'est que tout le monde a le même cahier des charges. C'est-à-dire que le mode de production, il est garanti quand même. C'est ce qui fait la force du bio. C'est vrai qu'on le répète beaucoup ces derniers temps parce qu'on se rend compte qu'on ne l'a peut-être pas dit assez. C'est que le cahier des charges, il est commun. Quel que soit votre circuit finalement de distribution, de commercialisation. Après, je dirais que la diversité est plus liée à la façon dont vous allez en effet commercialiser. Elle n'est pas liée aux pratiques. Elle va être liée à la relation que vous avez avec votre acheteur, que ce soit une filière longue ou une filière courte. Il y a les deux. Moi, j'ai une exploitation en fruits et légumes de 37 hectares à Costa, et j'ai 20% de mon chiffre d'affaires en direct. Il y a de tout. Il y a beaucoup de maraîchers et de producteurs de fruits qui sont des petites exploitations qui ont tout en direct. Il y a une diversité de réseaux. Et c'est ce qui fait aussi valoriser le maximum de production de l'agriculteur. En indirect, on a des produits mûrs, un peu plus en maturité, voilà. Pas moins fait, mais à construire plus rapidement, un succulent, il y a une diversité de solutions. Et puis vous avez aussi, effectivement, j'en parlais tout à l'heure, on en parlait, c'est la main-d'œuvre.
Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir de plus en plus de technologies de pointe qui coûtent relativement cher, certes, mais il y a des cumats, et selon les sols, alors c'est peut-être moins adapté sur les coteaux du Lauragais, mais vous êtes dans les plateaux, vous êtes dans les Landes, ou vous êtes dans des plaines, des alluvions, dans des très bonnes terres, vous pouvez très bien respecter le cahier des charges bio, hein, aussi bien qu'un petit paysan qui est dans son coteau du Lauragais, mais vous serez compétitif, parce que vous êtes hyper bien organisé, vous êtes hyper bien structuré par rapport au matériel, par rapport au type de production. Vous êtes très technique, quoi. Je veux dire, c'est toujours pareil. Dès que vous montez en gamme en termes de niveau technique, que ce soit matériel, connaissance des sols, connaissance des plantes, connaissance des insectes, etc., de tous les bioagresseurs, etc. Dès que vous êtes très technique, vous pouvez monter effectivement à des structures qui peuvent être relativement importantes, elles existent, et être tout à fait compétitif par rapport à, on parle souvent des Espagnols, etc., mais au jour d'aujourd'hui, c'est plus en fonction de l'endroit où vous êtes, de votre capacité financière à investir, de comment vous êtes structuré, donc toujours les hommes derrière, c'est-à-dire il faut des gens qui ont des niveaux d'ingénieurs, etc., et là vous arrivez effectivement à faire du volume, et finalement, mais aussi malheureusement, avec tout le monde a ces images de gens, je parle parce qu'on retrouve ce genre de profil plutôt en Vendée, dans la Loire, un peu plus haut, en Bretagne, avec les aléas, c'est-à-dire du jour au lendemain, vous avez produit, je ne sais pas, X milliers de tonnes d'oignons ou de poireaux bio, et tout à coup, quand on parle de filière, là, les grandes surfaces, elles ne sont plus là, et du coup, finalement, on en a assez, quoi. Donc des fois, ça ressemble plus à de la loterie qu'autre chose. Quand vous êtes dans des filières, dans le céréal, là, par contre, c'est plus à long fleuve tranquille, alors que vous êtes dans des légumes, c'est différent. J'ajouterais juste le mot qu'on martelait tout le temps, biodiversité, il s'applique aussi aux débouchés. En fait, un agriculteur bio, il a dans son ADN de jouer sur les synergies, de jouer sur plusieurs tableaux. Et en général, il va rarement mettre tous ses œufs dans le même panier, grande distribution, quitte à être ensuite bien pénalisé quand la centrale régionale se détourne de ses produits. Et donc, il a tendance à diversifier. C'est pour ça qu'il n'y a que une grosse moitié de bio qui est vendue en grande distribution, alors que dans l'alimentation générale, la grande distribution coste à peu près 70 à 80% du budget alimentaire français. Le DIV n'est pas un barreau, c'est comme dans les champs, c'est aussi au moment de la vente. Plus anecdotique que le pourcentage de femmes responsables d'exploitation en bio. Et supérieur. Ouais. Supérieur à la moyenne des exploitations en bio. C'est ça. C'est-à-dire, il faut quel pourcentage? Je ne connais pas le pourcentage. On est 100 quand même, on a vu la féminité, ça, quelque chose qui existe. Ouais. Vous ne saviez pas? J'ai pas de chiffres. Je ne pourrais pas vous dire. Je sais pas. Voilà, c'est pas des données qu'on a. Nous, alors peut-être que si on les cherche, on va les trouver, mais il y a assez peu. On l'appelle mère nature, hein, pour pas mère nature. Moi, je connais ma femme, ma fille, ma belle-sœur. C'est féminin. Ah non, mais ça c'est sûr, je parle de responsable de l'exploitation. Ils sont responsables, c'est moi. Je suis là aujourd'hui. Vous les exploitez? Non, non. Elles se sentent responsables. Voilà, on n'a pas de, moi, je n'ai pas donné d'objectif là. Pourcentage de, je ne sais pas si on a ça à la base du début, mais on n'a pas. C'est pas grave, si tu dis. Non, c'est pas nickel. Bon, écoutez, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup pour la question. Vous êtes passé. S'il y a besoin, continuez dehors. Ici du domaine. On peut aller